Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui je vais commencer une série de vidéos qui va porter sur les guerres de Vendée. Je pense faire des vidéos sous un format assez court, 10-15 minutes environ, parce que j'ai remarqué c'est ce qui marche assez bien sur les chaînes d'histoire en fait. Euh, les gens souvent ils reviennent du travail, ils n'ont pas forcément envie, même quand ils aiment bien l'histoire comme c'est mon cas, de regarder des vidéos d'une heure, 2 heures. Donc je préfère faire des vidéos sous un format court, mais vu l'étendue du sujet, j'en ferai au moins une dizaine, je pense. Donc cette première vidéo va parler des causes de la contre-révolution, en particulier en Vendée. Donc, je vais diviser le propos en trois parties. Donc tout d'abord, assez rapidement, je vais parler des causes de la révolution. Je vais pas m'étendre parce que c'est un sujet complexe. Et puis je suis pas un expert, je connais un petit peu quand même. Ensuite, je parlerai des causes de la contre-révolution, pas uniquement en Vendée, partout en France. D'ailleurs, il y aura des insurrections qui vont arriver à Lyon, en Provence et ailleurs. Mais donc, je parlerai des causes de cette contre-révolution. Et puis, pour finir, j'expliquerai pourquoi ce qui n'a pas pu se produire dans le temps avec des armées organisées autour de plusieurs chefs. Ce qui a pas pu se produire donc en France a pu se produire en Vendée sur plusieurs années. Même si bon, les guerres de Vendée, c'est principalement en 1793. À partir de décembre 1793, l'armée va être complètement défaite à Savenay et ce sera plutôt la guérilla après avec le général de Charette en particulier. Donc assez rapidement, quelles sont les raisons pour la Révolution française à partir de 1789? En général, il y a quelque chose que les gens identifient assez bien, c'est la faim. Donc effectivement, à partir de 1788, il y a une famine, le peuple a faim. C'est des conditions qui sont vraiment favorables pour des émeutes, des troubles. Ça a toujours été le cas, c'est l'histoire de l'homme quelque part. Ce qui est un petit peu moins compris, je pense, c'est qu'il y a des raisons éminemment politiques là-dessus. En fait, il y a une classe qui est la bourgeoisie qui est émergente, et par-dessus ça, il y a aussi, donc c'est des raisons politiques, et par-dessus ça, il y a des raisons même religieuses, je dirais, en particulier via la franc-maçonnerie. Alors ça peut paraître un peu complotiste comme ça, mais il suffit de regarder la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen pour voir que il y a des choses de cette nature-là, c'est assez manifeste quand on regarde bien. Et puis Robespierre, par exemple, parlait du culte à l'être suprême. Donc il avait un projet qui était religieux quelque part. Et encore une fois, c'est la franc-maçonnerie, c'est pas des athées, hein. Souvent c'est des gens qui ont quand même des considérations religieuses, même aujourd'hui. Voilà, donc ça c'est. Il y a un contexte en fait qui fait donc qui a émergé pendant tout le XVIIIe siècle, euh, qui a suivi les Lumières et qui fait que il y a tout un tas de personnes qui voudraient bien changer les choses. Et après, l'événement déclencheur, comme je le disais, ça va être la fin. Donc par rapport à ça, il y a des raisons qui sont conjoncturelles et des raisons structurelles. Les raisons structurelles, il faut les chercher en fait sur les règnes de Louis XV et Louis XVI.
surtout Louis XVI. À partir de 1774, Louis XVI va, par l'intermédiaire de son ministre Turgot, édicter un édit sur la libéralisation du prix du grain, sous le modèle anglais, hein, qui est l'anglais, c'est des commerçants, les Anglais, ça a toujours été des gens assez libéraux, et en fait, on va s'aligner sur eux via Turgot, donc le ministre de Louis XVI, qui est lui est vraiment un libéral et puis qui est assez influencé par les idées des Lumières. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, avant ça, contrairement à ce qu'on pense souvent, le peuple était très protégé par les rois par rapport à l'accès aux denrées alimentaires. Donc on rigolait pas du tout avec ça. Euh, Quand on vendait des denrées de première nécessité sur les marchés, le peuple était le premier servi. Et s'il y avait des spéculateurs qui voulaient profiter d'une situation, en fait, ils étaient très sévèrement réprimés. Chose qui va changer donc à partir de cette loi de 1774 sur la libéralisation du prix du grain. Et donc ça, c'est ce que je disais, c'est des raisons qui sont vraiment structurelles, qui font que potentiellement n'importe quelle famine peut maintenant avoir des impacts très importants sur la vie du peuple qui peut être un petit peu à la merci de tous ces spéculateurs. Et ensuite, donc, effectivement, à partir de 1788, il y a des très très mauvaises récoltes. Donc ça, c'est la raison conjoncturelle. Voilà, donc c'est ça qui va permettre à une certaine classe de renverser la table. Voilà, je ne vais pas m'étendre plus. Ensuite, donc, je vais parler des raisons de la contre-révolution. Ça va être l'objet de mon propos principalement aujourd'hui. Donc, j'ai identifié trois principales raisons. Euh, donc, les premières raisons, ça va être les persécutions religieuses. Dans toute la France, à partir de 1791, il va y avoir une volonté de la République française de soumettre en fait les prêtres. Donc ils vont devoir faire ils vont devoir prêter serment à la Constitution. Et c'est pas quelque chose qui est anodin. En fait, c'est quelque chose qui a vraiment qui s'attaque à la fois parce que le prêtre ne peut plus vraiment enseigner ce qu'il veut. Au mois d'août 1792, en vertu de la loi d'exil, près de 400 prêtres insermentés sont expédiés d'Angers à Paimboeuf pour être déportés. Leur crime, ils ont refusé le serment à la Constitution. Ils ont refusé de quitter l'Église. Quand on regarde bien, on pourrait faire une vidéo entière là-dessus, mais à partir de la Révolution française jusqu'à, en particulier au XIXe siècle, jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours eu une volonté de l'État français de contrôler la religion. C'est très manifeste à partir de 1880, euh, sous la Troisième République, il y a la loi d'exil euh, des communautés religieuses. Donc, par exemple, il y a des communautés monastiques, ils demandaient rien à personne, ils vont être obligés du jour au lendemain de partir en exil en Angleterre. Je pense par exemple aux moines de Solesmes, l'abbaye de Solesmes, qui est assez connue pour avoir restauré le chant grégorien, et puis beaucoup d'autres. Et pareil, les lois de 1905, enfin, c'est quelque chose qui est constant, même aujourd'hui. Depuis le confinement, on voit bien que l'État essaye de dire à l'Église, ben, non, vous n'allez pas pouvoir avoir des cultes, on va fermer les églises tant qu'on le voudra, quoi, en fait. Donc c'est quelque chose qui est une constante depuis la Révolution française.
Seulement à l'époque, les Français sont encore très religieux, donc il y a eu un petit déclin au début du XVIIIe siècle à partir des idées des Lumières, mais dans les campagnes en particulier, les Français sont encore très pratiquants, c'est sûr, et bien sûr catholiques. Donc déjà, c'est une première raison, ça va très mal passer. Ils vont voir les prêtres qui sont obligés de partir en exil, enchaînés, enfin, comme des vulgaires voleurs. Ils vont pas du tout accepter ça. Par exemple, en Vendée, donc il y a une minorité de prêtres qui va accepter de prêter serment à la Constitution. C'est vraiment une minorité, mais en fait, on va les surnommer les trutons, c'est-à-dire les intrus. Ce qui prouve bien que le peuple avait bien vu qu'il y avait une arnaque, qu'il y avait une volonté de changer le dogme, et c'était pas du tout accepté, en particulier dans les campagnes. Donc ça, c'est une première raison qui est très, enfin, ça va vraiment peser par la suite. Donc ensuite, la deuxième raison, elle est connue, c'est la mort du roi le 21 janvier 1793. Donc place de la Révolution à Paris. Le roi est guillotiné après un simulacre de procès. Des pressions qui ont été faites sur un certain nombre de juges pour obtenir la condamnation à mort de Louis XVI. Par exemple, Saint-Fargeau, il me semble même qu'on l'a tué. Enfin, on a tout fait pour qu'il vote la mort du roi. Voilà, donc ça, pareil, hein, la devise des Vendéens, ça va être Dieu et le roi, mais en France, à l'époque, en fait, à partir de 1789, le peuple veut quand même la révolution. Même le roi le veut, même Louis XVI veut. C'est un homme assez moderne, euh, d'ailleurs peut-être trop. Et en fait, il est d'accord pour cette révolution et le peuple aussi. Par contre, changer le régime, ça, il y a quasiment personne qui était pour, à part une minorité agissante. Donc, à part, on peut quand même citer, il y a des poches. Il y a des poches révolutionnaires, en particulier d'une diagonale qui va de Bordeaux à Sedan, donc une diagonale sud-ouest-nord-est. Mais même là, en fait, c'est une minorité, très clairement. Donc, en fait, cette mort du roi, c'est quelque chose qui est... je pense qu'on se rend pas compte, hein, mais ça va être quelque chose qui va stupéfier les gens, quoi, et pas qu'en Vendée. Ce 21 janvier 1793, place de la Révolution, à Paris. La tête coupée du roi est montrée au peuple, stupéfait, jeté en défi à tous les souverains d'Europe. La liberté ou la mort sera la devise de la République. Donc voilà, deuxième raison, mort du roi. Donc c'est quelque chose qui va commencer à avoir, enfin, ça va se répercuter assez rapidement par la contre-révolution, parce que c'est janvier 1793. Les premières émeutes en Vendée, c'est mars 1793. Euh, donc 2 mois après. Par contre, ce qui va vraiment être l'élément déclencheur, ça va être les lois de conscription qui vont arriver donc en mars 1793. Il y avait déjà eu des volontaires en 1792 qui étaient partis pour se battre en Europe. Donc la France avait déclaré la guerre à l'Europe monarchiste. Et du coup, de retour, quand les conscrits qui étaient volontaires sont revenus euh, de ces batailles, en fait, il va y avoir une nouvelle loi de conscription et ça va vraiment mettre le feu aux poudres. Euh, donc, faut quand même savoir, encore une fois, ça c'est pas trop enseigné à l'école, mais sous l'Ancien Régime, en particulier avant Louis XIV, euh, le paysan, il naissait sur ses terres, il mourait sur ses terres, quoi. C'était le cas, enfin, c'était la règle générale. Euh,
Donc à partir de 1688, il y a quand même, pour être tout à fait objectif, des milices provinciales qui vont être créées par Louis XIV. Mais ça a quand même rien à voir avec ce qui va se dessiner à partir de la Révolution. Parce qu'en fait, en temps de paix, c'est juste quelques jours par mois. Donc le paysan, lui, il a besoin, quand connaît un petit peu le cycle des moissons, oui, on est obligé le paysan est obligé d'être sur ses terres assez régulièrement. Il peut pas s'absenter trop. Donc ça reste des choses qui sont assez peu impactantes. C'est principalement des exercices, se former au maniement des armes, et puis c'est quelques jours dans le mois. Donc ça impacte pas plus que ça le peuple, qui peut se consacrer à ses autres activités. Après, en temps de guerre, c'est un petit peu plus impactant, mais pas tant que ça au final. Euh, Principalement, donc il y a l'armée de métier qui part se battre, et en très grande majorité, bah, les milices provinciales, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont garder les places fortes, maintenir l'ordre dans les villes et les villages. Et elles peuvent, faut être honnête, être amenées à se battre, mais c'est vraiment l'exception. Euh, voilà. Et malgré ça, elles étaient déjà très impopulaires, hein, ces lois-là. Il y avait déjà, le peuple l'acceptait assez mal, alors que c'était pas si contraignant que ça. Et on peut faire une petite digression, c'est euh, à partir donc de 1792, le peuple peut être mobilisé. Et par exemple, la Première Guerre mondiale, c'est quelque chose qui aurait été inimaginable sous l'Ancien Régime, quoi. C'est tous les gens qui soient célibataires ou non, mariés ou non, quel que soit leur métier, ils vont s'enrôler, enfin, ils vont être enrôlés de force dans l'armée française pour se battre. Et d'ailleurs, c'est assez incroyable quand on regarde les statistiques de voir que les populations rurales ont payé le prix le plus fort. Quand on fait des stats, je crois que c'est la Bretagne, donc qui était très très paysanne à l'époque de la Première Guerre mondiale, qui va payer le prix le plus fort et assez largement. Donc c'est toute une population qui va être complètement décimée. Mon cher Lily l'attendait depuis des années au petit cimetière de la Treille, sous un carré d'immortels. En 1917, dans une noire forêt du Nord, une balle en plein front avait tranché sa jeune vie, et il était tombé sur des touffes de plantes froides dont il ne savait pas les noms. Voilà, donc c'était une petite digression. Tout ça pour dire que si on est honnête, très objectivement, fallait mieux être paysan sous l'Ancien Régime que à partir de la Révolution. Donc c'est quelque chose qui va mettre le feu aux poudres en fait. Donc comme je le disais, à partir de mars 1793. Voilà, donc je récapitule les trois raisons. Ça va être donc les persécutions religieuses, la mort du roi et la conscription obligatoire. Malgré ça, c'est des raisons qui sont pas spécifiques à la Vendée. Donc pourquoi ça va se passer en Vendée et pas ailleurs? Euh, Enfin, en fait, ça va se passer aussi ailleurs, hein, en particulier à Lyon, qui est une ville qui est très catholique. Mais ça va être maté dans le sang très rapidement. Donc, qu'est-ce qui se passe en Vendée? Quelle est la différence entre la Vendée et Lyon, par exemple? Ou d'autres villes, je sais pas, Marseille, par exemple, où aussi il y a une population qui va se révolter. Euh, Ce qui se passe, c'est qu'en Vendée, quand on regarde, c'est vraiment des considérations géographiques qu'il faut étudier. Quand on regarde la géographie de la Vendée militaire, euh, donc c'est une région à l'époque, ça représente 1 million d'habitants sur une population française qui fait entre 25 et 30 millions, donc c'est quand même pas négligeable. Mais c'est une population qui est vraiment rurale. Donc si on considère une zone qui va donc au nord-ouest de Nantes jusqu'au nord-est à Angers, au sud-est à Parthenay et bien sûr à l'ouest l'océan Atlantique, euh, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est que c'est toute cette zone qui est assez étendue, je le montrerai sur la carte,
bah, c'est une zone où il n'y a pas de ville en fait, tout simplement. Donc, s'il n'y a pas de ville, la République jacobine ne peut pas mettre des garnisons militaires permanentes. Et donc, c'est ça qui va faire que les Vendéens vont pouvoir s'organiser et mener à bien leur contre-révolution. Et donc, la comparaison avec Lyon prend tout son sens là. C'est que Lyon, c'est une grande ville qui va vouloir se révolter. Là, ça va être vraiment tout de suite. Il va y avoir le siège de Lyon. Il va y avoir, enfin, c'est affreux, hein, le- les pertes civiles de la ville de Lyon, qui est une ville qui fait plus de 100 000 habitants à l'époque, hein, c'est la seule avec Paris. Donc c'est déjà une grande ville à l'époque, mais il va y avoir vraiment des pertes effroyables, que ce soit au niveau civil ou militaire. Voilà, donc principalement cette raison-là. Et puis après, pour finir, il y a une autre raison. Il faut revenir un petit peu en arrière. En fait, en Vendée, enfin, parmi les catholiques, il y a un saint qui est très connu, c'est Saint Louis Grignon de Montfort. Et qu'est-ce qu'il a fait au XVIIIe siècle? En fait, il a évangélisé la Vendée. La Vendée, on pense que ça a toujours été une terre catholique, oui, très certainement, mais elle l'était sans doute moins avant que Louis Grignon de Montfort l'évangélise. Il a fait vraiment une action qui est d'évangélisation très forte, et en fait, c'est ce qui explique aussi que donc c'était début XVIIIe siècle. Mais même quelques générations après, il y a une foi qui est très très importante en Vendée au moment de la Révolution. Donc c'est une autre explication. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner parce que pour l'instant c'est encore une petite chaîne. J'espère que ça va croître. Bon, j'ai des ambitions mesurées, mais si je pouvais atteindre les 100 abonnés déjà, ce serait pas mal. Et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup.